in. No. Get that Gavin Jennings. 112, 109. Pascal, the three. Good. All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. Il nous reste 2 joueurs, on va passer à Fred VanVleet. Fred VanVleet, cette saison, en tant que titulaire sur le poste 2, a joué 48 matchs pour 35,8 minutes, une moyenne de 17,6 points et 6,6 passes et 1,9 interceptions, ce qui fait de lui, je crois qu'il est dans les meilleurs intercepteurs de la ligue. Au niveau des notes, qu'est-ce qu'on lui a mis à ce bon FVV? Je lui ai mis 16. Coach Etienne et Max, vous lui avez mis 15. Alex a mis 14 et Victor a mis 17. Est-ce que tu veux commencer, Victor? Tu as mis la plus grosse note. Ouais, de toute façon, je vais être rapide. Je pense que voilà, il a su s'adapter encore une fois à la situation plus que compliquée de l'intersaison des Raptors. Il monte encore en niveau, puis il faut aussi rappeler, mine de rien, que c'est un joueur qui est non drafté, qui sort de nulle part, que Masai a su nous sortir un joueur exceptionnel. Voilà, il fait beaucoup de bien à l'équipe, il a su faire beaucoup de bien à l'équipe. Après, s'il part cet été, malheureusement, ça sera la loi du plus fort et celui qui permettra de le payer le plus cher. Mais très content de sa saison. Après, effectivement, il y a plein de choses à ajouter, à faire valoir et à améliorer. Mais ça reste un joueur qui a su faire parler de lui, nous porter et développer son jeu. Après, évidemment, il y a des défauts à faire valoir un petit peu plus. Sa création de jeu, je pense qu'il peut se permettre de créer un petit peu plus et de travailler là-dessus. On a bien vu que c'était un très bon intercepteur. Maintenant, un très bon défenseur surtout. Et c'est surtout ça sur lequel j'aime bien appuyer. Fred VanVleet est un excellent défenseur malgré sa taille. Très, très intelligent dans le jeu en défense. S'il est en attaque, il peut se permettre de rajouter 1 ou 2 points à sa moyenne de points. Je pense que ça peut devenir un joueur qui risque de prendre très très cher cet été. Alex, tu lui as mis 14. Est-ce que tu revois un petit peu par rapport aux notes sur 10 ou pour toi c'est ce qui te semble approprié? Non, oui, clairement je revois ma note. Il est, pour moi c'était un 15 minimum sur 20. Donc après voilà, j'aurais facilement pu monter à 8 sur 10. Faut pas oublier que peu de monde le voyait titulaire cette année. Il a su répondre présent, je trouve. Nick Nurse lui a fait confiance, grand bien lui en a fait. Le début de saison a été très très bon. Tout de suite, il a contribué, il a scoré, il a organisé, vraiment très bien. Défensivement, il se donne énormément, malgré sa relative petite taille. Je dis ça parce qu'il reste plus grand que moi, mais voilà, il a été perturbé par des blessures. Il était aussi en année de contrat. Pour un joueur qui est non drafté, ça peut faire cogiter. Maintenant, oui, la mission est clairement accomplie. Il aura un contrat cet été, que ce soit à Toronto ou ailleurs. J'espère que ce sera à Toronto à un prix, on le disait dans un autre épisode, convenable, qui sera pas surpayé à Toronto. Maintenant, non, pour moi, c'est si c'est pas mon coup de cœur de l'année, c'est Fred VanVleet, clairement. Ouais. Parfait, Max. Moi, je reste sur ma note. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis 16 à Norman Powell. J'ai comparé les deux, puisque l'un est le backup de l'autre en général. Et pour moi, il a été au même stade que Powell, si ce n'est une chose, 2,3 pertes de balles pour 1,5 à Norman. Et donc voilà, simplement 15 sur 20 plutôt que 16. Ça change pas grand-chose. Ça reste une bonne note. C'est juste qu'il y a des profs qui sont plus sympas et il y en a qui sont plus exigeants, c'est tout. Sur les pertes de balles, il y a quand même le usage rate qui est pas le même. Fred VanVleet joue plus en meneur que Norman Powell, a plus souvent le ballon dans les mains pour organiser. Mais oui, ça se comprend. Parfait, Étienne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été pas mal couvert. Moi, j'ai mis 15 parce que effectivement, c'est pas contre lui, voilà, mais c'est vrai comme l'a dit justement Maxime, je trouve que effectivement Norman Powell a pour moi des qualités qui sont quand même un petit peu supérieures. Malgré tout, moi ce que j'ai à dire vraisemblablement sur
Fred VanVleet, c'est un gars de confiance. Il est toujours l'artilleur à 3 points. Il peut tirer à 9, 10 mètres. Il est stable. C'est pas une étoile, mais il a toujours assuré là où on l'attendait. Dans la passe, comme tu dis, Mike, un petit peu, c'est lui aussi qui monte la balle. Il a de la vitesse. Il a du self-control, ce qui pour moi est un petit peu aux antipodes de Kyle Lowry. Et pour moi, ce qui amène des qualités de meneur. Et je trouve quand même que c'est un bon élément qui emmène quand même une dynamique de groupe intéressante aussi. Parfait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Fred VanVleet a fait une bonne saison pour moi. Défensivement, il m'a impressionné parce que je vous avoue que j'avais des doutes sur lui au poste 2, surtout quand tu passes derrière Danny Green. Défensivement, c'est pas le même profil. Mais il a vraiment su s'imposer défensivement sur ce poste-là. Je pense que le Nick Nurse a très bien su l'utiliser également. Il a très bien su s'adapter aux joueurs qu'il voulait mettre sur ce poste-là. Offensivement, toujours capable de marquer des 3 points importants dans des moments importants. Un peu de déchets dans le drive, des fois peut-être. C'est là qu'on lui reproche ses problèmes de créateur. Parfois, il faudrait qu'il fasse l'extra passe quand il drive, mais pour moi, ça reste quand même une saison très solide et ça serait une grosse perte malgré tout à la free agency. Après, par rapport au rôle de 6e homme, par rapport à Norman Powell, je pense que c'est un gros débat. Pour moi, c'est même un débat sans fin parce que Fred VanVleet a montré qu'il était capable d'être 6e homme. Il était dans la course pour être le meilleur 6e homme, pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Ça se discute. Ce sera un débat qu'on pourra avoir peut-être plus tard si les playoffs reprennent entre les deux. Et sinon, on ne l'aura jamais si d'ici la saison prochaine il est plus là. Juste pour ajouter, tu parlais des pertes de balles sur ses drives où il devait peut-être faire un peu l'extra passe ou quoi, mais il a quand même un toucher, lui, quand il arrive lancé sous le panier, il est capable de finir après contact. Vraiment, moi, il m'a vraiment impressionné cette année. Je pensais pas qu'il était capable de sortir ce genre de move en pénétration. Moi, il m'a vraiment scotché, Fred VanVleet cette année. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi, mais c'est quelque chose que me faisait remarquer Ben, le grand fan de Fred VanVleet. Ce qui lui manque, c'est il n'a pas un flotteur, par exemple, quand ça va être bouché devant lui. S'il a accès à la planche. S'il a accès à la planche, là, c'est panier parce qu'il est vraiment très fort sur les angles et tout ça. Mais quand c'est bouché, il a tendance à quand même aller forcer, à se faire contrer ou à rater, alors qu'il pourrait soit développer un flotteur, soit essayer de faire l'extra passe parce qu'il arrive à attirer la défense sur lui. C'est juste ça, mais après, c'est pas non plus... C'est vrai. Après, à voir ce que l'expérience pourra lui apporter à ce niveau-là aussi. Plus il aura du temps de jeu, plus il sera responsabilisé, plus il pourra aussi développer et analyser ce qui lui manque. Clairement. Et on va finir notre conseil de classe qui a duré très longtemps, mais en général, ça dure longtemps les conseils de classe. On va passer au patron, Kyle Lowry. Alors là, je pense qu'on va avoir des petites divergences avec Étienne. Il a commencé à donner un petit indice tout à l'heure. Moi, j'ai mis 18, Victor a mis 18, Max a mis 17, Alex a mis 16. Et Étienne a mis 15. Étienne, je te laisse commencer parce que je pense que tu as un avis différent de nous sur Kyle Lowry. Ouais. Donc à l'inverse de notre très cher ami Siakam, Lowry, c'est le leader. Je veux dire, il est incontesté. C'est lui. C'est lui, et c'est lui, tu vois, genre il y a pas moyen de passer au travers de ça. Tout le monde le sait à l'extérieur, tout le monde le sait dans l'équipe, tout le monde le sait dans les fans. Et là vient mais ça c'est ma philosophie de coach qui parle. Je préfère vous le dire, c'est ma philosophie de coach. Je n'aime pas la manière dont Kyle Lowry se comporte et face à l'arbitrage. Je n'aime pas la perte de sang-froid qu'il a. Je trouve que de la part d'un leader, de la part d'un mec qui montre l'exemple parce qu'il a son gamin en plus qui est dans les tribunes, c'est quelque chose qui est pas normal. À mon avis, il perd en capacité, il perd en efficacité à chaque fois qu'il s'énerve contre un arbitre. C'est pas le cas de Nick Nurse qui peut s'énerver, venir se rasseoir et se faire calmer tranquillement sur le banc. Non, Kyle Lowry, il est sur le terrain, il s'énerve contre l'arbitrage. J'ai une fixette là-dessus, mais je suis ancien arbitre officiel. C'est un comportement qui vraiment m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce tir à 3 points qui pour moi est pas fiable. Il est pas fiable dans le sens où, ouais, il va le mettre dans des moments importants. Il va le mettre dans les moments qui vont être vraiment cruciaux. Il l'a fait, il l'a démontré. Mais pour moi, c'est pas encore assez fiable. C'est pas un shoot construit, tu vois. Genre, t'as des shooters dans l'équipe, t'as d'autres shooters dans l'équipe. Et pour moi,
il devrait être plus le gars qui va au-delà de ses 8-9 passes par saison, qui est astronomique, qui est dans le top 3. C'est plutôt pourquoi pas garder un petit peu cette ligne de conduite et ce fil rouge qui lui tient et qu'il aime tant, parce que c'est là où il est fort. Pour moi, c'est là où le gars va être fort. Côté défensif, j'ai rien à dire. Pour moi, pour la taille du joueur, c'est vraiment exceptionnel. Une intelligence de jeu à provoquer des passages en force qui est vraiment, franchement, la meilleure de la ligue, je trouve. Parce que le gars, je sais pas si vous arriverez à sortir la stat là quand on finira, mais j'aimerais bien savoir combien de passages en force il arrive à provoquer en moyenne par match. Et je pense que ce serait une stat intéressante à regarder. Et puis il a toujours un gros QI quand même. Je pense que c'est vraiment que je pense que je lui mets une note comme ça parce que ça m'énerve en fait son comportement des fois. Mais c'est vraiment plus une philosophie différente et je peux comprendre quand ça peut aider un joueur à s'émanciper, de pouvoir montrer ses émotions sur un terrain. Mais je trouve que en soi, j'ai l'impression que ça le dessert sur certaines parties du match. Et c'est le leader. Et moi, ma notation, elle est là, tu vois. Genre, je peux pas me permettre d'avoir un leader qui peut craquer sur un arbitre. C'est vraiment comme ça que je le prends. Ok, je vais rebondir rapidement pour revenir à ce que tu as dit. C'est vrai que cette année, je pense que ça doit être son plus gros volume de tirs à 3 points qu'il prend en carrière. Il tourne à 8, tirs à 3 points pris. Il est qu'à 35%. C'est vrai qu'il a beaucoup shooté à 3 points cette année avec pas forcément tout le temps de la réussite. Mais après, quand il met dedans, c'est vrai que ça prend vite feu quand même, malgré tout. J'avais pas à donner ses stats. Il est à 19,7 points, 7,7 passes en 36,6 minutes de jeu. C'est le plus gros temps de jeu de l'effectif, avec un pourcentage de réussite au tir à 41 et voilà, 1,3 interceptions par match. Moi, malgré tout, pour moi, je lui ai mis 18, il me semble, parce que honnêtement, pour moi, c'est là où l'une des meilleures saisons de la carrière de Kyle Lowry. Ouais, clairement. Voilà, j'ai pas de plus à dire. Statistiquement, si on compare ses stats de carrière, c'est 14,7 points de moyenne. Il en met 19,7, donc c'est 5 points de plus. C'est 6 passes décisives, il est à 7,7. Et c'est la 3e saison où en termes de minutes sur sa carrière, il a une importance cruciale. Et comme l'a dit en plus Étienne, c'est un leader, donc il a l'importance statistique et mentale de son équipe. Donc moi, j'ai pas mis 18, ce qui est ma plus grosse note, j'ai mis 17, mais tout simplement pourquoi? Parce qu'il a été aussi de nouveau absent avec quelques petits pépins physiques, quelques matchs où il était pas là, mais Kyle Lowry, c'est un peu comme le bon vin, il mûrit avec l'âge et moi j'ai hâte de voir les deux dernières saisons peut-être ou 3 dernières saisons de sa carrière à Toronto et puis on verra bien. Alex, tu lui as mis 16. Ouais. Kyle Lowry, je vais commencer par dire que si on remonte le temps d'une année, on lui enlève son poteau, DeRozan. Bon, la saison se passe bien, Kawhi arrive, il remporte le titre et tout. Prend cet été, Kawhi se casse. C'est-à-dire que sur les 2 dernières intersaisons, le mec a dû en prendre quand même des sacrés dans la tête. Par contre, il a pas changé sa personnalité. Effectivement, après, ça plaît ou ça plaît pas, le fait qu'il s'amuse beaucoup à parler aux arbitres, enfin qu'il parle souvent aux arbitres, qu'il râle après les arbitres, qu'il parle énormément, même quand il est sur le banc, quand il est blessé ou quoi, il est extrêmement présent. Mais c'est quelque chose qui fait un bien fou à l'équipe de toute façon. C'est quand il est là, qu'il joue, qu'il ne joue pas, qu'il soit en tenue, qu'il soit en costard. Il est indispensable à l'équipe et ça, personne peut dire le contraire. J'espère vraiment qu'il va terminer sa carrière à Toronto et qu'il aura une place d'assistant coach, j'en sais rien, mais il faut qu'il reste, quoi. C'est juste le meilleur Raptors de tous les temps, le greatest Raptors of all time, donc il faut qu'il reste. Mention spéciale aussi au comeback contre Dallas, où il a été sur une autre planète. Alors oui, il est capable de nous faire péter des câbles. Moi, le premier, quand en transition, il reste 20 secondes sur l'horloge et il prend un shoot casse-croûte 3 mètres derrière la ligne, alors qu'il y aurait moyen de mettre en place quelque chose. Mais bon, quand il le met, je suis le premier à sauter du canapé aussi. Donc c'est un joueur un peu comme ça. Donc
c'est compliqué, mais moi c'est un joueur que j'aime énormément et qui a encore une fois fait une excellente saison, encore une fois sélectionné au All-Star Game aussi, ça faut pas oublier de le souligner. Voilà, un vrai mentor, je pense, pour des gars comme Fred VanVleet, par exemple. Parfait, Victor, pour conclure. Pour conclure, moi, j'ai mis 18 parce que je considère que Laurie, voilà, il a fait une saison taille patron. Compartiment de jeu par compartiment de jeu, il a su s'imposer ou élever la voix quand il le fallait. Alors moi, je suis un petit peu fan de ce genre de profil un peu bulldog, voilà, qui l'ouvre quand il le faut, parfois un petit peu trop, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les joueurs qui ont du caractère. Parfois pour contrebalancer avec des joueurs qui, dans le roster des Raptors, qui sont peut-être un petit peu trop gentils parfois. Et je pense que c'est aussi cette envie de contrebalancer avec parfois des Marc Gasol qui peuvent avoir leur petit coup de sang, mais peut-être pas assez à son goût, et qui du coup a envie peut-être de relancer un petit peu le truc. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. 18, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup aimé sa saison. C'est le patron qu'on attendait de lui. On n'attend pas de lui qu'il soit un merveilleux shooter, un merveilleux scoreur, ou alors un gars qui va aller taper des triples-doubles parce qu'il est capable de faire d'abord le double-double point passe, puis après gratter quelques rebonds fin de match. On n'attend pas ça de lui. On attend juste qu'il puisse mener l'équipe, que ce soit vocalement ou alors dans le jeu. Moi, je m'en fous qu'il n'ait pas le point de la passe ou alors les 2 points derrière pour que ça se voit dans les stats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que grâce à lui, les Raptors gagnent. Donc, on a bien vu que les Raptors gagnaient grâce à lui. Maintenant, après, heureusement qu'il est là, parce que je pense que par moment, sinon, on serait bien perdu. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup de joueurs, justement, pour déplaire à Étienne, pour plaire à Étienne, mais qui sont trop gentils, et qu'il faut des joueurs qui sont méchants de temps en temps, ou qui font un peu de leur gueule, comme des Pat Beverly et des joueurs comme ça. Nous, c'est notre Kyle Lowry, qui râle un peu facilement près des arbitres. Est-ce que c'est un exutoire pour lui? Bon, c'est peut-être un moyen de relâcher la pression qu'il a, parce que c'est lui le leader de l'équipe, et que, en certain sens, lâcher tout sur l'arbitre, ça te permet de faire ça. De la même manière que Draymond Green peut le faire, de la même manière que t'as LeBron James qui peut le faire. Il y a qu'un joueur au Raptors, c'est Kyle Lowry qui fait ça. Les autres le font pas, c'est donc clair. Voilà. Si tout le monde le faisait, là, clairement, et qu'il était le chef de la meute, ça serait peut-être un peu de trop, mais bon. C'est le seul grande gueule, donc bon. Mais après, pour ma défense, et je suis d'accord avec tous les arguments de tout le monde, j'ai toujours été plus dur avec mes meilleurs joueurs qu'avec. Tu vois, par exemple, j'ai toujours aimé donner des bonnes notes à ceux qui avaient fait des grosses progressions, comme par exemple, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien revu ma note sur Pascal Siakam. Mais tu vois, je m'en tiendrai à mon 16. J'ai mis 15, mais je peux monter à 16 pour Laurie, parce qu'effectivement, il s'en sort sans. Faut rappeler aussi qu'il s'en sort sans ses superstars qu'il avait avant et sans son poteau, comme tu l'as dit. Et ça, vraiment, chapeau bas, le bonhomme. Hein. C'est vrai que c'est moi aussi, il m'a énervé plusieurs fois à râler après les arbitres. Tiens. Plusieurs fois où derrière mon écran, tu lâches un mais replace-toi, tais-toi et replace-toi. Mais d'un autre côté, je préfère un gars comme ça. Je le trouve moins. En fait, j'ai moins peur qu'il craque et qu'il perde ses nerfs qu'un Serge Ibaka, par exemple. Parce que un Kyle Lowry, quand je vois comment il gère la façon parfois avec les fans, il y a eu plusieurs altercations. Ça tombe sur Serge Ibaka, le mec termine à l'hôpital derrière. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça, du genre à relâcher la pression et à faire partie du personnage et du statut qu'il a un peu de capitaine d'équipe, et de dire, c'est vrai qu'on a souvent cette. Moi, j'ai été s'il y a un sport dans ma vie qui m'a passionné, c'est le foot avant ça. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ont le droit de parler aux arbitres, c'est l'entraîneur et le capitaine. Basta. Au basket, c'est encore un peu plus compliqué, et encore plus en NBA, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là chez Lowry, dans le sens où s'il y a un joueur qui peut discuter avec les arbitres, c'est lui. Parfait. Et pour conclure, tu nous demandais la stat sur les passages en force. C'est pas un nombre de passages en force par match, mais je crois qu'il était leader avec 19, ou deuxième derrière Montrezl Harrell, mais je crois qu'il lui est passé devant sur la fin de saison. Faut voir si on compte aussi ceux du All-Star Game. Ah ouais, si on compte ceux du All-Star Game, c'est bon, il est premier. Ça aussi, il faut pas oublier, c'est cet aspect défensif de Kyle Lowry, quoi. Le mec, il va au All-Star Game, il est capable de se défoncer là-dessus. Et pour comparer avec Montrezl Harrell qui prend un passage en force, c'est pas la même chose que Kyle Lowry, hein. C'est pas le même gabarit. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut y aller quand tu fais la taille de Lowry. Harrell encore, clairement, c'est pas le même gabarit. Bon, on a bien fait le tour. Merci à tous d'avoir participé. Lowry for 3. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies
Ladies and gentlemen,